tous, bienvenue, merci. Alors j'ai l'honneur, je ne sais pas si c'est l'honneur, en tout cas j'ouvre le bal dans un contexte un peu particulier, donc j'espère que voilà, je saurai quand même vous intéresser, même si c'est moins interactif. Effectivement, juste pour donner quelques éléments de contexte, je vais faire très court pour ne pas vous ennuyer sur la ville et la métropole d'Orléans. Nous avons une organisation extrêmement intégrée. Orléans Métropole, ce sont 22 communes. Au total, la ville et la métropole, c'est 3600 agents, avec effectivement une organisation extrêmement intégrée, puisque nous avons un DGS commun. L'ensemble des directeurs généraux et du comité de direction sont mutualisés ville-centre métropole et toutes les fonctions ressources support sont des services communs. Voilà, je vous ai planté le décor un peu rapidement. Alors maintenant, peut-être qu'on peut passer à la première diapo, s'il vous plaît. La diapo suivante. En fait, vous expliquer le temps qu'elle arrive, voilà un petit peu comment on peut représenter la démarche, alors de manière un peu conceptuelle. Les lignes de partage, elles sont bien moins claires que ça en réalité. En tout cas, les trois piliers de notre approche en matière d'innovation, c'est en premier lieu une démarche centrée usager. Donc là, l'enjeu, c'est bien de nourrir, améliorer, repenser la manière dont on délivre nos services publics, nos politiques publiques à partir de démarches centrées usagers. Donc, pour ceux qui connaissent, on fait des démarches de design thinking, on fait de l'exploration des pratiques des usagers pour comprendre comment ils interagissent avec nos services publics et on fait des ateliers associant toutes les parties prenantes de créativité, de prototypage et on retourne sur le terrain pour tester les idées qu'on a pu avoir. Alors, sur ces projets, on a pu travailler sur des sujets très variables, que ce soit nos déchetteries, on a prototypé notre future déchetterie, le réaménagement d'une médiathèque, mais aussi le parcours d'inscription sur la petite enfance ou encore la signalétique patrimoniale. On a des sujets très, très vastes et on mobilise tout ou partie de l'étape du design à chaque fois. Effectivement, un des enjeux, c'est d'avoir une démarche centrée usager et d'améliorer nos politiques publiques. Un des avantages collatéraux que je vois aussi là-dedans, c'est que finalement, on apprend et on diffuse le fait de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne pense pas à la place de l'usager, je vais voir ce qu'il pense, mais je commence à me décentrer par rapport à moi qui habituellement, en tant qu'agent, délivre une politique publique. Donc, c'est un des bénéfices collatéraux. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet de transformation, de modernisation interne, chacun l'appelle comme il veut. En fait, il vient aussi de la conclusion, enfin de l'intérêt du fait qu'on ne peut pas dissocier ce qu'on appelle l'expérience usagée, donc on a travaillé dans le premier volet, de l'expérience agent. Ça serait totalement illusoire d'imaginer qu'on peut délivrer une expérience, un parcours usager très fluide sans travailler l'expérience des agents en regard, les uns font les autres. Peut-être un exemple pour illustrer, un peu trivial peut-être, mais qui est marquant, dans nos médiathèques, pour des questions de mobilier, de stockage dans les ressources, toutes les heures, les agents changent de poste. Donc, si vous êtes en contact avec un usager à ce moment-là, vous êtes agent, c'est l'heure de changer de poste. Soit vous dites, bah, écoutez, monsieur, merci, mais je vous laisse parce que, ou madame, parce que c'est mon heure de changer de poste. Donc, vous, en tant qu'agent, vous êtes frustré, vous ne répondez pas à la demande, l'usager, n'en parlons pas. Soit vous répondez, et ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, et vous désorganisez toute la chaîne. Donc, en fait, il est complètement illusoire d'imaginer que l'un peut être dissocié de l'autre. Donc, on doit travailler effectivement nos organisations internes. Et on doit aussi, cette approche de transformation, elle permet aussi de travailler l'efficience de l'organisation, le fait que l'organisation, elle doit s'ajuster dans un environnement, alors on l'a dit et redit, mais c'est important, puis là on le vit plus, qui est incertain et qui bouge en permanence. Et donc, il faut aussi toujours conjuguer le parcours de l'usager, l'expérience agent et l'efficience de l'organisation. Et ça ne va pas forcément de pair. C'est-à-dire qu'on a des arbitrages à faire et la transformation interne permet d'y répondre. Un autre exemple, on avait travaillé, j'essaie d'illustrer sur des exemples un peu concrets le propos, on a travaillé sur un portail famille qui était une interface pour les familles, comme je pense que vous avez tous dans vos collectivités, pour les inscriptions à l'école, etc., en crèche. Et il se trouve que ce portail, cette interface, n'était pas du tout adaptée sur plein de sujets. Un exemple, notamment sur les familles avec garde alternée. Donc, en gros, il y avait qu'un des parents qui avait la main sur le système pour faire les inscriptions. Donc, vous imaginez la satisfaction de l'autre parent. Et en fait, on pouvait tout à fait imaginer qu'on fasse une interface
finalement qui conviendrait aux parents, sauf que nos outils métiers derrière ne permettaient pas de gérer ces cas particuliers ou pas, enfin en tout cas ces cas de famille avec une garde alternée. Donc on aurait tout à fait pu faire un parcours usager très fluide, et avec derrière nécessité pour que nos outils métiers puissent fonctionner, soit d'un agent qui retraite derrière, soit de développer des connecteurs. Ça veut dire qu'on avait la fluidité du parcours usager, on n'avait pas l'efficience de l'organisation et on n'avait pas l'expérience agent. Donc effectivement, on a toujours à travailler, à trouver cet arbitrage-là sur ces sujets. Et effectivement, on a lancé une mission, nous, pour identifier les irritants des agents, c'est-à-dire que dans leur quotidien, qu'est-ce qui leur pose problème pour engager cette démarche de transformation. Et on a eu un grand chantier il y a 2 ans, voilà, collectif, pour que les agents fassent remonter leurs difficultés. Il en est ressorti plein d'irritants. Alors, notre comité de direction pouvait être un irritant, la communication interne pouvait être un irritant, les circuits de validation. Et on a travaillé de manière collective pour porter des améliorations qui certaines ont été mises en œuvre et d'autres sont encore en cours. Donc sur ce deuxième volet, un des bénéfices aussi, c'est d'être audible pour aller plus loin dans une démarche d'innovation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé ces irritants du quotidien, on n'est pas audible sur la suite. Typiquement, si j'ai froid dans mon bureau, c'est bien sympa de venir me parler d'innovation et de changer mes pratiques. Enfin, tant que j'aurai froid dans mon bureau, que mon ordinateur ramera, c'est pas la peine de me parler innovation managériale ou autre. Donc, voilà. Le deuxième pilier, c'est aussi un des bénéfices collatérale. Et sur le troisième pilier, c'est une sensibilisation à l'innovation. L'idée est là de désacraliser un peu l'image de l'innovation. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est techno, qu'il faut être un expert. Et donc, ce n'est pas pour moi l'innovation. C'est dans un labo, c'est scientifique, etc. Donc, on a un enjeu de désacraliser, de faire toucher du doigt ce que c'est que l'innovation, que c'est faire autrement ce qu'on fait, mais aussi se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est essayer, recommencer, se tromper, ce fameux droit à l'erreur, c'est voilà. Donc on a engagé des démarches ludiques pour sensibiliser à l'innovation. On a notamment créé une malle de l'innovation, qui est un dispositif comme le escape game mobile qui allait sur différents sites pour sensibiliser les agents à ce que c'est croiser les regards, échanger, faire appel à des compétences différentes. Alors bien sûr, sur ces 3 volets, on induit une modification des modes de management en faisant tout ça. Alors à notre petite échelle, hein, parce que voilà, on reste modeste. Et en même temps, on a besoin de cette modification des modes de management. Donc, on s'appuie sur une école de management interne qui est développée par la DRH et qui nous permet d'enclencher cette dynamique. Alors voilà pour notre présentation. Effectivement, après, comme disait David Carassus, l'innovation, ça relève d'un process, mais en même temps, dans cette étape de sensibilisation, chacun a son chemin. Et nous, ce qu'on vous présente là, c'est notre chemin avec nos erreurs, nos essais, avec notre contexte aussi. C'est comme ça qu'on a fait. Il y aurait sûrement eu d'autres manières de faire, différentes, parfois mieux. Et ce chemin, on le construit aussi au fur et à mesure de nos erreurs, de nos apprentissages. Voilà, on apprend au long cours avec, même si le chemin peut varier, une conviction forte, effectivement, c'est que on maintient le cap. L'enjeu, c'est d'améliorer les services rendus au public et c'est d'accompagner l'organisation dans un contexte, comme on l'a dit, incertain et mouvant. Et avec une conviction forte que l'innovation, ce n'est pas une affaire de coûts et de gadgets. Alors ça, c'est important parce que parfois, on a des commandes, y compris politiques. Tiens, hop, j'ai vu une super appli dans telle collectivité, faites-moi ci, faites-moi ça. Enfin voilà, j'en vois qui sourient, mais je pense que ça vous parle à tous. Et en fait, l'innovation, c'est pas une affaire de mots à la mode. D'ailleurs, nous, on évite vraiment dans la logique de diffusion de parler de mots techno. Et c'est vraiment, voilà, une affaire, j'allais dire, c'est pas un sprint, c'est une course de fond au long cours. Donc, ça demande une démarche délibérée, une démarche volontariste, inscrite dans la durée. Voilà, c'est de la course de fond où voilà, c'est dans la durée. Ça demande aussi beaucoup de modestie parce que c'est reconnaître qu'on essaie par rapport à notre contexte, ça ne fonctionne pas. On apprend de nos erreurs et on progresse. Et ça demande aussi d'être incarné et d'être fidèle. C'est-à-dire que nous, dans les valeurs qu'on porte, c'est-à-dire qu'on ouvre, on croise les regards, on travaille avec d'autres, on se trompe, on essaie, on va au contact des usagers. Ce qu'on livre, ce n'est pas parfait, mais on recommence. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, dans tout ce qu'on fait, on incarne ça. Donc, je vous citais l'exemple de la malle tout à l'heure. Quand on a fait la malle, on a fait ça et on a raconté aussi aux agents comment on l'avait fait. Qu'au début, on n'y arrivait pas, qu'on allait chercher un expert complémentaire, qu'on a fait un test, un proto, qu'on s'est planté, qu'on a recommencé. Donc, on raconte aussi le chemin pour y parvenir parce que ma conviction profonde, c'est que l'innovation, elle est plus
ou en tout cas autant dans le chemin que dans le livrable. Et ce n'est pas simple à faire passer comme message parce que souvent on nous attend sur le livrable, y compris dans la commande politique. Et sur une démarche au long cours, en tout cas de sensibilisation, c'est vraiment dans le chemin qu'on apprend. Alors, au fur et à mesure de ça, on a appris des choses. On peut vous les faire partager. Alors, c'est toujours modeste, hein, c'est ce que nous, on a appris. C'est qu'effectivement, on l'a dit, l'expérience usager et l'expérience agent sont indissociables. Ça veut dire que quand on engage des projets, souvent, on a des conséquences en matière organisationnelle. Et que donc nos stratégies d'innovation, elles viennent percuter souvent nos modèles organisationnels et elles questionnent la fonction managériale. C'est que, alors ça fait écho à l'introduction que je n'avais pas vue, mais c'est que dans nos organisations, on survalorise beaucoup les compétences techniques et on mésestime les compétences, les soft skills ou ces compétences comportementales, alors qu'elles ont une vraie valeur. Je ne sais pas dans vos entretiens annuels si beaucoup de soft skills sont évalués ou reconnus, mais en tout cas chez nous, voilà, on valorise et survalorise l'expertise technique. Ce qui veut dire qu'aussi, on attend des super champions techniques et que comme l'innovation, elle modifie la relation qu'on a, la nature des relations que la collectivité a avec son écosystème, avec les habitants, c'est aussi dire, ben, j'ai un problème complexe, moi, collectivité toute seule, je ne sais pas le résoudre, donc je viens avec vous essayer de trouver une réponse et puis je vais la tester, ce ne sera peut-être pas la bonne, on va recommencer. Ça chatouille un peu parce que des gens, on a tous un peu été formés pour délivrer, sortir des choses sur l'espace public, voilà, parfaites quoi. Et si c'est pas fini, si c'est pas bien fait, ça veut dire que je suis pas bon. Donc, innover, c'est aussi remettre en cause un peu ces fondamentaux et cette primauté comme ça du technique. Un des apprentissages forts qu'on a, mais j'allais dire, on lutte au quotidien là-dessus, c'est que l'innover, c'est avoir une approche, non pas par la solution, mais par le besoin et par le problème. Et je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du gadget de l'application. Bien souvent, on nous voit en disant, tiens, il me faut telle appli. Ben, non, justement, peut-être qu'il faut voir de quel besoin on parle. Et donc, ça, tous ces principes que je vous dis, vous les avez sûrement lus ou vous les pressentez. Nous aussi, on les avait lus, on les pressentait, mais par nos projets, on a travaillé la matière, on s'est confronté, on l'a vécu, quoi. On les a parfois pris en pleine face. Mais du coup, ça a facilité le fait de travailler cette matière et de le vivre. Ça a facilité notre propre compréhension et la diffusion en interne de ces principes. Et donc, c'est voilà, comment on implique et comment on fait de la pédagogie. Donc, moi, je vous ai mis cette phrase de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup, qui dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, et tu m'impliques, j'apprends ». Donc, on s'implique et on essaie d'impliquer les autres pour apprendre collectivement, et ça fait partie de notre chemin. Alors, on a encore plein de choses à faire. On a plein d'enjeux. Là, on fait ça depuis quelques années. C'est encore artisanal. Hein. Et on a des enjeux de passage à l'échelle, d'industrialisation, voilà, de transformer l'essai, parfois d'être pas être vécu comme un consultant interne qui délivrerait quelque chose, mais comment les services vont s'en emparer pour aller concrètement mettre en œuvre. Alors, je crois qu'il y a une table ronde là-dessus, mais voilà, ça m'intéresse. Je suivrai avec attention les retours d'expérience de mes collègues. Et juste pour terminer, vous dire que c'est un long chemin et que nous, quand on me pose la question, je dis que ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 ans qu'on a lancé la démarche. On a labouré le terrain. Il y a 4 ou 5 ans, quand je parlais de démarche centrée usager, quand je parlais d'innovation, je prêchais un peu dans le désert. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens me disent, tiens, ça me rappelle ça, font appel à moi, comment ça, voilà. Les choses sont en train de prendre. Donc, on a labouré le terrain. Le terrain, il est parfois aride, il faut s'y remettre. Alors là, vous voyez, on a un nouvel exécutif politique, donc il faut repartir pour leur expliquer, reconvaincre, etc. Et en même temps, donc ce que je dirais, c'est qu'on a labouré et qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est innovant, parce que je pense qu'il y a plein de territoires peut-être qui vont témoigner aujourd'hui qui le sont plus que nous, mais en tout cas, on est compatible. Alors, comme l'OCDE peut le dire dans ses rapports, on devient compatible à l'innovation, c'est-à-dire qu'on a labouré et on peut semer aujourd'hui quelques petites graines, voilà, qui vont pouvoir germer. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine avec une conviction forte, mais c'est passionnant. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing. J'espère que c'est bon, David. J'ai Merci, pas été Madame trop Coupy. vue. On reviendra sur cette expérience avec quelques questions.